Pour cette nouvelle édition du Journal d'un agrologue, nous abordons la deuxième partie du Café Théodore, un café culturel riche de Bretagne. Nous avions terminé la première partie sur la découverte d'une exposition photo d'un artiste nommé Hervé de Villancourt. C'est donc sur la continuation de cette découverte que commence cette deuxième partie. Bonne émission. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, non? Oui, Hervé, il a beaucoup voyagé. Il a voyagé beaucoup en Amérique du Sud, dans les pays de l'Est, et, en Afrique aussi, puisqu'il a fait un travail aussi sur les tirailleurs sénégalais. Il a fait un énorme boulot là-dessus. C'est également un bouquin qu'il a sorti. Donc, il est allé rencontrer des Africains qui avaient participé donc à la guerre 39-45, et il en a fait des portraits, il a recueilli leurs témoignages, et il a fait un gros travail d'archives aussi en essayant de retracer un peu leur histoire. Et voilà, il a sorti ce bouquin-là. Il y a aussi un énorme bouquin sur les travailleurs paysans sans terre en Amérique du Sud. Donc ouais, c'est quelqu'un qui aime rencontrer les gens et qui fait vraiment un beau travail et qui rend hommage aux gens qui luttent ou qui ont lutté. Et ici, comme lieu un peu mythique aussi à Locquémau, sur vraiment la pointe de Locquémau, au niveau du port, il y a des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, il y a une criée, donc c'est les pêcheurs eux-mêmes et les femmes de pêcheurs qui vendent. Il y a aussi donc un port de plaisance, des voiliers, et j'ai l'impression que finalement c'est un endroit, une base où les gens débarquent après 2 semaines d'absence, 3 semaines, 1 an, 10 ans, et viennent un peu aux nouvelles des uns et des autres. Est-ce que tu as cette sensation-là, et à quoi tu l'associes? Parce qu'il y a Tréguier, il y a Paimpol, il y a Trébeurdin, il y a pas mal de ports de plaisance. Mais est-ce que ce côté de base, un peu comme la base de la Ligue de protection des oiseaux, mazoutée par la Moco Cadiz, qui se trouve autour de Plumeur-Baudou, là, sur la côte. J'ai l'impression que c'est un peu un endroit où les mouettes blessées, les oiseaux mazoutés viennent récupérer un peu de leur force, et puis se revigorer justement des histoires de ceux qui sont rentrés de voyages compliqués. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a une assez grande mixité sociale sur Trédrez Locquémau, enfin sur les gens qui fréquentent le café. Après sur Locquémau, je pense que c'est un endroit qui est un peu moins touristique. Enfin, c'est plus le cas maintenant depuis 2-3 ans là, mais la côte est quand même moins fréquentée par les touristes l'été, ce petit coin là. Donc c'est resté assez préservé par rapport à ça, et donc il y a un côté peut-être un peu plus roots, on va dire. Et le fait que ce soit un port de pêche toujours en activité, ouais, ça amène aussi, je sais pas, il y a un esprit assez particulier. Je sais pas, j'aurais du mal à le définir, mais ouais, ça ramène des gens assez différents, et c'est chouette de pouvoir échanger avec plein de gens différents. Mais justement, Pedro, là, on s'est croisés il y a quelques jours dans un café dans le coin, et il y avait un gars habillé en tenue de travail qui était là. Je ne sais pas sa profession. D'ailleurs, le Café Théodore, c'est un endroit où les gens ne se posent pas forcément la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et cette personne était allée rendre visite à des proches à toi au Mexique. Il y a un réseau comme ça où on voyage grâce aux gens qu'on croise au Théodore. J'ai l'impression vraiment que c'est un endroit où déjà les Bretons ou les Auvergnats ou les Basques sont connus pour aller un peu partout, et pas spécialement être des gens casaniers. Finalement, on appelle ça le Finistère, cette zone, l'entrée du Finistère. Est-ce que c'est pas plutôt une terre, l'entrée finalement la plus à l'ouest de l'Europe, l'entrée des influences et des tempêtes avant qu'elles déferlent ou qu'elles s'apaisent en rentrant dans les terres?
Bon, déjà, la Bretagne, les Bretons, c'est des personnes, depuis toute l'histoire, c'est des aventuriers, c'est des voyageurs. Au bord de mer, il y a des voyageurs, ils ont colonisé pas mal de coins, ils ont voyagé dans tout le monde, il y a des Bretons dans tout le monde. Alors, les points de repère, c'est un peu partout, quoi. Moi j'aime bien de partager la connaissance de ma terre, de ma culture au Mexique. Et ben, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a envie de rencontrer l'aventure ou la magie de mon pays, bon, ben, je suis très content de partager et de les envoyer. Il y a eu pas mal de personnes qui sont parties par là, par exemple ma ex-femme qui habite là-bas au Mexique. Hein. Et c'est un coin magnifique. Et les Bretons. Qui elle est bretonne, toi tu es resté ici sur. Oui. Vous avez changé de. On n'a pas changé, mais c'est l'amour. Hein. Après, c'est l'amour. Chacun il est dans son contexte, mais moi j'aime bien. Et comme je vous disais, les Bretons, c'est des grands voyageurs et des aventuriers. Hein? Parce qu'ici, il suffit de faire 1 heure et demie de route et on est à Roscoff. Et à Roscoff, il y a la Brittany Ferries, qui est une compagnie maritime qui appartient à une coopérative agricole qui a été financée par justement le chou-fleur, l'oignon rouge. Il y avait les fameux Johnnies qui étaient des gens de Roscoff à vélo et ils partaient avec des oignons rouges tressés en Angleterre où ces oignons sont très prisés pour faire des tartes traditionnelles. Mais en fait, ce café Théodore, ça me fait penser à l'invitation au voyage de Baudelaire que tout le monde connaît, et de ces bateaux qui sont là dans ce poème et qui sont toujours l'invitation au voyage. Et aujourd'hui, les gens maintenant font du stop, du voilier stop. Donc, ils se présentent à Paimpol, à Tréguier ou partout à Morlaix ou à Brest et ils embarquent sur un voilier pour être mousse, donner un coup de main et se retrouver à l'autre bout du monde. Bon, voilà, je trouve que cet endroit est rassurant. On y trouve des enfants, on y trouve des gens, des personnes âgées. Tout le monde trouve son compte. Et ça dénote pas mal de toutes sortes d'autres bars où il y a du jeu, il y a des jeux à gratter, où il y a du PMU, où il y a tout ce genre de choses qui fait que les familles n'ont pas forcément envie de se retrouver là avec leurs enfants contemplant ce spectacle. Et notamment, ce qui est surprenant ici, en Auvergne et un peu partout, c'est qu'on trouve la presse locale, donc le Trégor, le Ouest France, la montagne là-bas en Auvergne, mais on ne peut pas trouver facilement accessible, comme c'était la tradition, Le Monde, Le Figaro, là il y a un nouveau journal qui s'appelle La Brèche qui est sorti. Bon, bref, en tout cas, il y a vraiment un clivage pour moi entre ces endroits qui sont juste des débits d'alcool et d'addiction au jeu et les endroits qui sont finalement un peu des syndicats d'initiative. On vient ici aussi chez toi, Julien, pour voir ce qui se passe dans l'avenir chez toi et dans les bars et dans les culturels un peu aux alentours. Et c'est le cas en Auvergne, c'est le cas dans beaucoup d'endroits de la France reculés ou loin des cieux nationales où on passe très vite à 110 ou à 130 en autoroute et où finalement on a l'impression de connaître, mais comme le TGV, amène une culture plutôt uniformisée. Voilà. Donc je sais pas si tu te retrouves dans cette description. Et comment finalement, quel est le poids dans ton travail hebdomadaire de toute cette programmation, de l'envoi de mails, de textos, voilà, comment on fait vivre un endroit comme ça pour fidéliser les gens et les rattraper, parce on passe sa vie dans nos voitures finalement ici et partout en province. Alors, oui, vu la programmation assez dense, c'est vrai que ça représente pas mal d'heures de boulot. Après, moi, je fais ça depuis des années, donc c'est quelque chose qui me
plaît pas mal. Voilà. Mais ça prend quelques heures par semaine, ouais, entre les envois de newsletters, les contacts avec les groupes et les artistes qui vont venir, la préparation de repas, faire les entrées, tout ça. Mais bon, il y a des bénévoles derrière qui sont là donc pour préparer les repas pour les musiciens. Il y a des bénévoles qui font les entrées aussi. Il y a des coups de main réguliers. Et puis, c'est des échanges, c'est un espace de vie sociale en fait, le café. Au-delà des spectacles et tout ça, ça pourrait être considéré comme un espace de vie sociale. Alors, comment on arrive à fidéliser ? Je pense que c'est au fil des années, en maintenant une programmation régulière, que voilà, les gens repèrent l'endroit. Ils savent qu'il y a une programmation assez variée, assez riche, et ils font confiance. S'ils connaissent pas la proposition artistique, ils font confiance et ils viennent découvrir aussi des propositions, quoi. Ce qui se passe un peu partout en France, c'est que avec le papy boom, il y a beaucoup de gens qui avaient des épiceries, qui avaient des endroits un peu multifonctions, qui vont partir à la retraite, à Trélé-Verne, des endroits un peu reculés comme ici. Et comme ils habitent au-dessus de leur bar, si on ne leur rachète pas leur fonds de commerce, ils vont transformer leur commerce en habitation et l'endroit dit va disparaître. Donc à Plougrescan, le fameux endroit où il y a la maison entre le Desrochers, près de Tréguier, c'était à l'époque où on a changé le nom des Côtes d'Armor. Ça s'appelait les Côtes du Nord, mais ça faisait un peu froid, donc on a placardé tous les murs du métro de Paris avec cette fameuse maison entre le Desrochers. Pendant les années, les routes sont devenues chaque fois plus praticables. C'est un travail monstrueux, donc chaque endroit reculé devient maintenant, avec les voitures qu'on a, plus accessible. Mais en même temps, pour prendre l'exemple de Plougrescan, il y avait 6 bars à Plougrescan, et en face de la mairie, en face de l'église, il y avait un endroit comme le tien qui faisait bar, presse, les mariages, le jeu de boules, et sur le jeu de boules, les fest-noz. Et donc, au bout d'un moment, il y avait une consommation de fruits et légumes pour alimenter tout ça, et de cochons, etc., qui a fait qu'on est venu voir le responsable de cet endroit en disant, créer une coopérative. Donc, ça a donné lieu à la coopérative de Plougrescan, puis la Pampolaise. Donc, c'est vrai que c'est dans cet endroit où on a énormément d'horticulture, on peut produire pour des centaines et des centaines de personnes. Il n'y a pas beaucoup de magasins de producteurs. Donc toi, tu génères, tu as un marché qui est un peu éteint pendant hors saison, mais parce que aussi dans les champs, il n'y a pas grand-chose, mais tu as cette fonction de retrouvailles, de fêtes, d'anniversaires, de venir voir des nombreux bouquins de photos que tu as. Et quand on rentre, c'est très fréquent d'entendre juste la musique, un silence, et des enfants et des plus âgés regarder tes livres. C'est un vrai centre culturel finalement. C'est un peu l'esprit du lieu. Mais c'est vrai que les petits villages ici, il y a eu beaucoup de fermetures de postes, d'épiceries et tout ça. Pour prendre l'exemple de Lokemo, il n'y a pas de poste, il n'y a plus de boulangerie là, puisqu'elle a fermé en hiver dernier, à la fin de l'année dernière. Donc le fait que nous on propose un petit marché tous les jeudis avec du pain, et voilà, ça crée aussi d'autres liens, d'autres gens qui viennent graviter autour du café. Et c'est important que ce type de lieu continue d'exister. Mais je suis assez confiant là-dessus, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont venus s'installer là dans les alentours ces derniers temps, en maraîchage, et il y a pas mal de renouvellement là-dessus, avec des gens qui ont des pratiques en agriculture biologique. Donc il y a quand même pas mal de réseaux qui se montent là, et des jeunes qui s'installent dans le coin.
Donc moi je suis assez confiant sur le fait que les petits villages comme ça puissent continuer à vivre. Mais là, on me disait que le prix des maisons en flambé, hein, comme au pied du Puy-de-Dôme, comme dès qu'on quitte Clermont-Ferrand, qu'on va dans les hauteurs avec des beaux points de vue, comme en Ardèche. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont à Lussas, au festival de documentaire. Tous ces lieux qui étaient un peu abandonnés, mais qui sont renés par la volonté d'un petit groupe de personnes. Comment faire pour que ces maisons, maintenant, il y a quasiment plus de maisons à moins de 600 000 euros dans le coin. Donc, il y a beau avoir des initiatives, des gens qui s'installent. Comment le renouveau va se faire? Nous, on est quarantenaires. Voilà, il y a des enfants. Est-ce que ces enfants vont pouvoir rester ou encore, comme dans les années 80, devoir monter à Rennes et à Paris ou à Morlaix pour poursuivre leurs études et leur vie? Alors c'est vrai que le prix de l'immobilier, ça a grimpé en flèche et sur Lokemo, clairement, c'est très compliqué de trouver quelque chose, surtout pour des jeunes qui n'ont pas trop de thunes. Donc ça va être plutôt les gens vont plutôt s'installer de l'autre côté de la RN12, vers les monts d'Arrée où ça reste encore accessible et où il y a encore des terrains, pas mal de terrains à vendre et à des prix plus corrects qu'ici. Donc c'est sûr que de ce côté-là, c'est quand même compliqué. Avec aussi le fait je crois qu'il y a à peu près 40% de résidences secondaires sur Lokemo. C'est le cas dans pas mal de bleds de la côte dans le coin. Donc ça, c'est quand même un gros souci et ça oblige ceux qui veulent s'installer à modifier un peu leur projet et à s'installer un peu plus loin du bord de mer, c'est sûr. Mais justement, je crois qu'au Danemark, notamment à Copenhague, quand quelqu'un voit qu'il y a une maison vide, donc pas forcément de maison secondaire évidemment, mais on peut avoir recours à la mairie pour demander à ce que ce lieu soit loué. Mais s'ils s'installent, ces gens-là, là, au-delà de la RN12, comme tu dis, et s'ils bossent à Lannion, est-ce que ça ne va pas faire tout justement un autre cité dortoir et ne pas générer des petits-enfants du Café Théodore voilà, est-ce que ces gens-là, justement, dans les monts d'Arrée, créent des lieux comme ici? Ouais, il y a pas mal d'initiatives en ce sens qui se montent ces derniers temps sur des projets de lieux rachetés en collectif et avec une activité plutôt agricole ou maraîchère et lié à ça une activité culturelle aussi, donc des gens qui rachètent en collectif des lieux assez grands et qui proposent aussi une activité culturelle autour. Il y a quelques projets qui se sont montés comme ça dans le coin ici, donc il y a une activité nouvelle dans ce sens-là, ouais. Oui, donc là, pour terminer, il pleut beaucoup là, depuis un mois, bien qu'on a eu des journées à 17 degrés, une sorte de nouveau printemps. En même temps, il y a 3-4 semaines, à Trébeurdin, on a vu une légère couche de neige. Il y a eu une grosse pénurie d'eau comme partout en France. Et c'est vrai que c'est difficile pour des gens qui ne vivent pas ici à l'année. C'est ça aussi qui est particulier dans ton endroit, c'est que d'avoir un endroit comme le tien, c'est aussi une sorte de phare et de lieu de science participative où les gens viennent dire bah oui, moi j'ai telle plante chez moi, j'ai un framboisier qui fleurit et c'est pas le cas à 10 km de là. Les situations climatiques sont micro-locales. Et voilà, j'aimerais bien que tu nous parles de ce que tu observes depuis ces 20 dernières années. Et c'est vrai que les gens qui vivent, même ici dans les bureaux, n'ont pas du tout la même approche que le paysan ou que toi. Chacun a sa vision du climat et vit cette éco-anxiété différemment. Alors, sur le changement climatique, c'est sûr qu'il y a... on a vu la situation évoluer au fil des ans, comme partout. Après, suivant la géographie locale et les climats, ça entraîne des changements différents. Mais pour avoir discuté avec quelques agriculteurs dans le coin ici, il y a depuis 2-3 ans quand même des grandes modifications
au niveau des récoltes, au niveau des périodes aussi pour semer et tout ça, ça entraîne pas mal de changements, effectivement. Et tout à l'heure, tu parlais du vin et du fait de pouvoir planter des vignes dans le coin ici. C'est déjà quelque chose qui commence à se mettre en place, puisqu'il y a quelques expériences qui sont menées, notamment, je crois, à Penvénan. Il y a le cidrier Gilbert Lavanant dans le coin là, qui a planté des vignes aussi, des plants de chenin là. Et puis du côté de Lorient, il y a une autre expérience aussi, je crois, à Groix, avec des vignes qui sont plantées depuis 3 ans. Et je pense qu'il y aura les premières récoltes d'ici 1 ou 2 ans. Donc on va avoir du vin breton arriver dans nos verres. Donc c'est quand même, des gros changements dans la façon de fonctionner. Je pense qu'ils vont... Je ne sais pas trop vers quoi ça va évoluer. Mais finalement, voilà, il y a eu cet agribashing dont beaucoup de gens souffrent, donc c'est-à-dire de s'acharner sur les paysans, mais notre manière de consommer, d'aller dans les supermarchés, ici, il n'y a pas forcément de raison de le faire, surtout quand on vit ici. Aller à Lannion faire ses courses dans un hypermarché, c'est dépenser du pétrole, c'est d'être loin de ses enfants, c'est risquer sa vie sur les routes, parce que quand il pleut à l'horizontale, c'est dangereux, très dangereux. Finalement, est-ce que ces 200 000 fermes qui vont partir en retraite dans les 10 ans à venir, est-ce que justement le renchérissement du pétrole, tout ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est pas de toute façon quelque chose qui va faire que tout ce qui était peut-être nocif pour l'environnement et qui a été orienté par notre mode de vie, de facilité, d'acheter des pâtes toutes prêtes dans un bout de carton qu'on met dans un four micro-ondes, le succès des émissions culinaires, tout ça, ça se sent chez toi, tu vois l'évolution? Est-ce que tu as de l'espoir, ou alors tu dis c'était mieux avant? Non, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Tout à l'heure, je parlais de ces jeunes-là qui s'installent notamment en maraîchage. Il y a quand même des petits réseaux qui se montent un peu partout avec de l'économie de proximité, de l'économie locale, où les gens vont plus aller forcément dans les grandes surfaces et fonctionner localement pour se nourrir, pour s'habiller et pour vivre en fait. Et je crois qu'il y a de l'espoir à avoir de ce côté-là. Merci pour ce commerce, merci pour cette culture locale et cette ouverture et ce dynamisme que le Café Théodore peut apporter. Eh bien, merci à toi et puis salut à tous et toutes.